Nous sommes fatigués, épuisés. Il y a des miettes partout, des petits restes de poussière, de traces de départ et d'entrée, des bouts de morceaux de rien dont on ne sait plus à quoi ils appartiennent. Alors bonjour à nouveau sur cette place Gardin, cette place où nous sommes, quelle que soit la saison, quel que soit le temps, en phase actuellement avec les intempéries, le vent qui souffle sur le milieu du spectacle vivant, de la culture en général, mais plus particulièrement du spectacle vivant. Donc nous sommes un petit peu actuellement soufflés, ébranlés, déportés de droite et de gauche dans nos professions, comme vous le savez, à cause de la fermeture des salles. Bonjour Véronique. Bonjour Karine. Bonjour Véronique. Tu es une artiste donc qui habite Caen, qui expose actuellement à Caen et dont j'affectionne, je dois l'avouer très franchement, beaucoup la démarche, pour un ensemble de raisons que nous allons évoquer, mais en particulier parce que les techniques que tu utilises sont extrêmement métissées. Tu croises un grand nombre de techniques et puis aussi, et nous allons parler de cette exposition qui a cours actuellement, parce que tu es en lien très souvent avec le royaume des cieux, on peut le dire. Le royaume des cieux est à nous. Souvent avec des figures empruntées à l'imagerie céleste du théâtre religieux. Et puis en l'occurrence, cette fois-ci, tu déportes un petit peu ton regard, toujours levé, élevé vers les cieux, d'un côté un petit peu plus scientifique. Donc bonjour Véronique, peut-être peux-tu nous dire ce que tu ressens actuellement au moment où l'exposition vient de s'ouvrir, au moment où samedi 13 mars, tu fais la signature d'un ouvrage qui est dédié à ce travail. Qu'est-ce que tu ressens actuellement? Es-tu en phase avec ces éléments qui bougent, qui sont assez imprévisibles en la période? Oui, absolument. D'ailleurs, aujourd'hui est un exemple formidable du déchaînement des éléments, hein. On a la chance d'avoir le soleil, le vent, peut-être la pluie, ce qui est tout à fait normand et agréable. L'exposition que je présente actuellement se déroule à la Galerie des Sens, qui a la chance d'être ouverte, puisque à Caen, il y a peu de galeries, mais ce sont les seuls lieux ouverts où l'on peut voir de l'art. Voilà, dont l'exposition a commencé en début de semaine. En effet, samedi 13 mars, il y aura une rencontre dédicace à laquelle sont conviés les visiteurs. L'exposition a pour titre Cosmos, le bruit des étoiles. Donc en effet, il est question du ciel, il est question de ce qui nous éclaire, hein, ou parfois avec une lueur très ténue qu'il faut savoir regarder. Voilà, donc en effet, les techniques que je développe sont multiples. Peinture, pour la première fois depuis 40 ans, j'ai repris un pinceau et j'ai réalisé une toile. Sinon, il y a des photographies, des gravures, hein, des dessins. Le tout étant en effet réuni pour justement faire écho au cosmos et à ces étoiles qui sont présentes
la nuit quand on sait les regarder. Alors, moi j'aimerais qu'on parle un petit peu du fond avant d'aborder la forme. Pourquoi es-tu souvent attiré, peut-être ne le sais-tu pas, par ces univers qui ne sont pas humains trop humains, terrestres trop terrestres? Pourquoi, selon toi, es-tu attiré vers ces forêts supérieures? Eh bien, justement parce que elles nous dépassent. Et je pense que c'est cela qui me motive. Je crois que tout artiste cherche à atteindre l'inatteignable. Et c'est une manière pour moi d'en témoigner. Et puis c'est une manière aussi de révéler le regard que j'ai, mais aussi le regard des autres sur ce qui nous dépasse. Alors, moi j'aime bien utiliser un terme qui est le blanchiment du regard qui amène à la vision. C'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement s'estompent les contours du réel et tout d'un coup apparaissent des mondes dans notre imaginaire, sans pour autant avoir accès de manière sûre et certaine à des, je dirais, des connexions suprahumaines ou para-humaines. Il y a quelque chose dans l'imagination qui, à un moment, fait que tout ce qu'il y a comme empreinte de la réalité dans notre pensée et dans notre vision intérieure s'estompe. Est-ce qu'il y a de ça dans ton travail, de ce que les religieux appellent la vision, de ce que les opticiens appellent aussi la vision? Qu'est-ce que, selon toi, cette particularité du regard intérieur qui correspond à ce mot de vision? Ce qui opposerait éventuellement, et je te laisse la parole, la vue et la vision. Oui, absolument. La vue et la vision. La vue a quelque chose qui sous-entend un organe qui permet d'accéder à la vue. Et la vision est plus cette particularité du regard. Et le regard est, en l'occurrence, immatériel. Je dirais le regard émane plus de l'esprit, même s'il est véhiculé en effet par la vue. Et c'est cela précisément qui m'interroge depuis de nombreuses années, puisque au cœur de ce travail, j'interroge l'image. Et je me suis toujours posé la question de ce que c'était que l'image, cette image qu'on a face à soi. Est-ce que cette image nous révèle quelque chose ou au contraire, est-ce qu'elle est une illusion ? Puisqu'on sait que l'image n'est pas la réalité. Donc c'est un peu ceci qui est interrogé. Et alors le cosmos, là, c'est l'image infinie. Et donc elle est encore plus questionnante pour moi. Et puis elle dépasse le contexte spécifiquement humain, même si les humains, depuis la nuit des temps, ont passé leur temps justement à interroger le cosmos, l'espace, ce qui fait que peut-être qu'ils sont là. Alors là c'est le vent se déchaîne, je ne sais pas si on va pouvoir, je ne sais pas si on nous entend toujours, nos paroles s'élèvent, ne s'envolent. Elles sont déposées quelque part. Véronique, j'ai envie de te lancer à la volée 3 mots. Voir, regarder, contempler. Alors, dans quel ordre faut-il les mettre? Pour toi, qu'est-ce qui les réunit, ces 3 mots? Qu'est-ce qui les sépare? Moi, je pense que ce qui les réunit, c'est l'œil. Voilà. Il me semble. Qu'il soit organique ou spirituel. Et puis après, ce qui les sépare, c'est la densité de pensée ou la densité d'esprit qui interfère dans ces 3 mots-là. Dans le mot contempler, il y a peut-être plus de présence de l'esprit que dans le mot regarder.
Dans le mot voir, eh bien, il y a aussi ce mot de voyant qui est celui qui regarde au-delà des choses. Et donc regarder, c'est peut-être plus physique. Alors, la voyance et la vision, curieusement, sont liées en ce que celui qui les pratique perce l'opacité du moment à venir, dont on ne sait rien a priori, par rapport auquel on peut aujourd'hui émettre des statistiques, mais il y a cette dimension qui met au défi le destin. La vision permet effectivement une sorte d'envol vers une métamorphose, une mutation possible. La voyance permet effectivement la prédiction. Quand on choisit, comme tu le fais, de s'exprimer à travers des images, est-ce que, selon toi, on le fait par goût, d'une sorte de chaîne de signifiants qu'on assimilerait à une dimension symbolique? Est-ce qu'on le fait justement pour faire un pied de nez, ou faire la nique, si je puis dire, à l'enchaînement trivial des échanges entre les êtres humains, linguistiques au sens du vocabulaire parlé ou du vocabulaire écrit? Est-ce qu'on ne le fait pas justement pour tout d'un coup se projeter dans une sorte de grammaire qui est d'ailleurs certainement utilisée depuis la nuit des temps par ceux qui veulent séduire et convaincre, y compris aujourd'hui et depuis assez longtemps les publicitaires? Il y aurait quelque chose comme ça. On parle de l'anagramme image-magie, mais dans le rapport au choix d'un plasticien pour justement ce médium qu'est l'image, est-ce qu'il n'y a pas la volonté, une fois de plus, de défier l'enchaînement logique et cohérent de l'articulation des signes dans le langage parlé? Oui, alors le langage parlé peut effectivement intervenir dans l'image, mais ce n'est pas ce qui me motive en l'occurrence. Je dirais que l'image, elle est plus justement liée à, même si elle part d'une réalité, de toute façon, elle est une transformation de cette réalité puisqu'elle passe par le regard de celui qui l'a construit. Et celui qui l'a construit, qu'il soit photographe, qu'il soit peintre, qu'il soit cinéaste, qu'il soit peut-être chorégraphe, parce que je crois que le chorégraphe, au travers le mouvement des corps, crée aussi des images. Et là, il y a quelque chose qui va bien au-delà d'un langage spécifique. Voilà, donc l'image en cela, elle est forte parce qu'elle contient tout cela. Et puis l'image, elle a un lien aussi avec le temps. Il se trouve que dans les pièces que je présente dans l'exposition Cosmos, le bruit des images, j'ai eu l'occasion de croiser dans un petit marché, une petite brocante, des vieilles pas des diapositives, des négatifs sur verre. Des négatifs sur verre qui dataient de la fin du 19e siècle. Et je me suis empressée d'aller voir ce que révélaient ces négatifs, et je me suis aperçue qu'il y avait des figures de femmes, en l'occurrence, extrêmement altérées par le temps. Et il y a quelque chose qui s'est envolé. Ah oui, j'ai cru que c'était le micro. Mais et ceci m'intéresse justement parce que l'image là, elle donne à voir autre chose que l'intention qui était mise au départ, qui était de saisir une photographie d'un personnage. Donc voilà, l'image, elle porte en elle cette part d'indicible qui va bien au-delà du langage. L'indicible, formidable façon de résumer effectivement ce pourquoi nous
donnons notre vie à produire des objets qui sont très éloignés de ces objets qui nous permettent de communiquer de manière triviale et quotidienne. Effectivement, je crois que ce qui nous relie tous, tu parlais des chorégraphes, évidemment, nous faisons des images puisque la danse se regarde. On ne touche pas les danseurs, on ne met pas la main sur leur cœur pour savoir s'ils battent. Alors, cet indicible m'amène à te poser une question, puis ensuite on en viendra à la forme, si je veux dire. Selon toi, qu'est-ce qui signifie dans une image? Est-ce que tu te poses parfois la question, tu abordes un thème, là en l'occurrence le cosmos, tu veux peut-être dire des choses, peut-être tu sens que tu veux aborder ce thème et tu ne sais pas que tu veux dire des choses ou quelle chose tu veux dire, mais selon toi, par quel canal du sens passe dans une peinture, dans une photographie, dans une image? Eh bien, tout se joue là autour de la présence et de l'absence. Présence de celui qui regarde, absence de celui qui a produit l'image. Et ça m'a toujours passionnée. C'est-à-dire que, alors bon, je ne vais pas reprendre la phrase de Duchamp, hein, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, parce que je pense que ceci est dans un contexte bien défini et dans l'histoire de la peinture, dans l'histoire de l'art, je crois qu'on va bien au-delà de cela. Mais en effet, c'est cette dualité présence-absence qui en tant qu'artiste m'interroge depuis que je fabrique des images. Voilà. Et donc, là, l'indicible, pour répondre à ta question, c'est justement là qu'il se trouve, dans ce qui ne se dit pas, justement, dans ce qui se ressent, dans ce qui se vit, dans ce qui se dit autrement que par les mots. Voilà. Et cet indicible, il est là. Qu'est-ce que nous n'aimons pas, nous qui donnons beaucoup de temps à réinventer des univers parallèles, qu'est-ce que nous n'aimons pas dans l'univers tel qu'il s'offre à nous, dans la réalité quotidienne, et qu'est-ce que nous espérons pouvoir traverser comme expérience en créant, selon toi? Eh bien, on transforme. On transforme. Et c'est ça la magie de l'art, c'est que rien, même si nous partons de la réalité, enfin d'une réalité, nous la transformons. Et c'est là que ça devient, que ça prend cette amplitude qui fait qu'on appelle cela de l'art. Je ne sais pas si on nous entend avec le vent qui vient s'immiscer dans notre conversation. Je pense que par rapport au bruit des étoiles, nous sommes exactement en phase. Absolument. C'est de circonstance, Karine. Effectivement, le ciel est avec nous. Donc, arrivons peut-être à ce qu'on appelle communément la forme, bien que ce qui est à tous les endroits physiquement, magnétiquement, ondulatoirement, tout ce qui est. Difficile de séparer ce qui est communiqué de l'onde qui porte l'objet de la communication. Mais si on arrivait maintenant à évoquer les techniques que tu utilises, et si on reliait cette problématique des techniques, à la question du sens. Est-ce que, tu parlais de ces daguerreotypes, ce sont des Alors ce sont des négatifs sur verre, ce ne sont pas des daguerreotypes, ça vient après. Hein. D'accord, ce sont des négatifs sur verre, mais qui ne sont pas de cette technique première de la photographie. Qui ressemble beaucoup. Hein, alors question, la photographie a fait ses débuts dans l'histoire de l'art ou de l'image en noir et blanc. Qu'est-ce que la couleur pour un plasticien? Qu'est-ce que la non-couleur? Qu'est-ce que la transparence? Qu'est-ce que le blanc? Qu'est-ce que le gris? Qu'est-ce que le noir? Qu'est-ce que Kandinsky disait que le vert est l'équivalent du gris, une sorte de couleur neutre. Toi, avec l'expérience qui est la tienne, qui croise une fois de plus différentes techniques, qu'est-ce que tu aurais à dire du rapport entre le sens et la couleur? Eh bien, la couleur, je dirais presque la couleur, c'est la vie. Voilà.
Et le noir et blanc, justement, c'est une, comment dirais-je, c'est une mémoire. Le noir et blanc est peut-être plus la mémoire de ce qui se donne à voir que, et donc de la vie quand elle est saisie par l'appareil photo. En l'occurrence, les photos que j'ai trouvées, ces négatifs sur verre, ils sont en noir et blanc. Et alors, il se trouve qu'en voulant les révéler, en les révélant en positif, j'ai voulu accentuer le contraste et là, étonnamment, certaines couleurs sont apparues. Donc en exacerbant finalement ce que révèle l'image, il y a des couleurs qui apparaissent, même si elles ne sont pas multicolores, on reste quand même dans la monochromie, mais il y a des allusions au bleu notamment, de la présence du bleu qui évidemment me fait tout de suite faire voisiner ces images aux images cosmiques que j'ai réalisées au travers la peinture, la gravure, le dessin, etc. Et il y a vraiment une sorte de fusion, enfin je la vois très nettement, entre ces images et les vues du cosmos que j'ai reconstituées. Et ces images sont d'autant plus proches de certaines visions de ciel étoilé que sur la photographie, il y a des taches qui se sont, qui sont apparues avec le temps, il y a des rayures, il y a des imperfections et qui font comme des petites constellations que je peux mettre en lien avec les visions stellaires que j'ai reconstituées. Alors il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens de dire. Je retiendrai tout d'abord que tu associes la mémoire et le souvenir à l'absence de couleur. Je ne dirais pas au noir et blanc, mais à l'absence de couleur. C'est étrange parce que lorsqu'on ferme les yeux, je pense qu'on revoit les scènes en couleur, mais peut-être que cela varie d'un esprit à l'autre, d'un individu à l'autre. Est-ce que Véronique Sablery se souvient en noir et blanc? Je me souviens plutôt en couleur, parce qu'en effet, il y a des couleurs... je rêve en couleur, par exemple, ça j'en suis sûre, je suis certaine de ça. Cependant, le souvenir ancien, et quand je feuillette les albums de photos de famille, je vois des photos en noir et blanc. Et donc ce noir et blanc est très souvent lié au souvenir, justement, à ce passé plus ou moins lointain. Passionnant. C'est-à-dire que les nouveaux médias, la photographie, qui a commencé effectivement dans un registre où la couleur était absente, ou une couleur relativement unique et monochrome. Donc la photographie agirait sur nos perceptions et ces mécanismes intérieurs que nous pratiquons à notre époque, comme l'humanité les a pratiqués depuis la nuit des temps. Mais comme la photographie est arrivée à un moment récent de l'histoire de l'humanité, on peut dire qu'aujourd'hui, on associe souvenir, mémoire à album photographique. Ça, c'est véritablement extrêmement intéressant ce que tu dis là. Alors, l'autre question que j'ai envie de te poser, tu parlais de ces taches qui sont apparues sur ces plaques. Donc, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de se souvenir qu'à la fin du XXe siècle est apparue une évidence, aujourd'hui qui apparaît comme une évidence, mais malgré tout qui a été une révolution, le micro et le macro. Puisqu'en fait, lorsque tu évoques le cosmos, tu es complètement dans une dimension macro, d'un univers infini et extrêmement grand par rapport à l'étroitesse de notre existence physique. Et tu évoques ces petites taches sur tes plaques. Qu'est-ce que tu aurais à dire, on a parlé de la couleur, justement de l'échelle dans la représentation plastique, dans la mesure où un être humain ne peut tendre les bras par-delà une certaine limite. Quelle amplitude le peintre, le plasticien, quelle amplitude gestuelle a-t-il pour dépasser les limites physiques de son travail manuel, de son travail corporel? Alors justement, c'est avec cela qu'il joue, c'est-à-dire qu'il va faire fi
Et c'est là toute la, je dirais, la force, au travers certaines techniques, bien sûr, de ce qu'on pourrait appeler l'échelle. C'est-à-dire qu'on peut faire voisiner une vision macroscopique et une vision microscopique dans l'image qui apparaîtra. On parle voilà, encore à nouveau d'image. On ne fera pas forcément la différence. Et en l'occurrence, dans les travaux que je présente, il y a des diptyques qui sont composés d'une photo et d'un fragment de cosmos. Et mises l'une à côté de l'autre, il est très compliqué de considérer la dimension qui les sépare, parce que là, elles sont réunies au travers l'image qui les fait fusionner. Voilà. Donc l'artiste est un grand manipulateur. Est-ce que tu rêves parfois de faire des œuvres microscopiques encore plus petites que ce qu'on appelle un petit format, c'est-à-dire vraiment très 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 infiniment petites, au point qu'on les chercherait comme des poussières d'œuvres? Je ne sais pas si des plasticiens se sont intéressés à ça, mais c'est cette notion d'étoile et de bruit des étoiles qui m'y fait penser. Et ou éventuellement à l'inverse, est-ce que tu rêves comme certains plasticiens aujourd'hui qui font des œuvres monumentales, grandes comme des travaux d'architectes quasiment? Est-ce que tu rêves, toi Véronique Sablery, de jouer sur des échelles extrêmes? Et sinon, en général, dans ta peinture, quel format est-ce que tu privilégies? Alors, pour parler de l'infiniment petit et des œuvres microscopiques, j'ai travaillé avec de la cendre. À un moment donné, j'ai travaillé avec vraiment de la cendre extrêmement, comment dire, des poussières en fait. Et d'ailleurs, j'avais intitulé ces travaux-là poussière, que j'avais emprisonné entre des plaques de verre, justement parce que c'est tellement volatile que voilà, ça disparaît. Quant à l'infiniment grand, oui, mais alors là, il faudrait que ce soit vraiment très très grand. Je pense, par exemple, à la dimension, comment dirais-je, spatiale des astronautes, par exemple. Et là, c'est effectivement, là, c'est quelque chose de monumental qui s'offre à nous. Donc voilà, j'aime bien ces deux extrêmes parce que effectivement, il y a des liens et c'est à nous de les faire entre ces deux univers-là. Alors, pour faire des œuvres monumentales, je pense qu'il y a des contraintes économiques de fabrication. Est-ce que, et nous terminerons sur cette problématique, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le marché de l'art est adapté à la vision très multiforme, protéiforme des plasticiens? Est-ce que tu considères que les contraintes économiques sont devenues de réels freins vis-à-vis de la créativité telle qu'aujourd'hui on peut l'imaginer, ou au contraire, avec le numérique, avec finalement des outils à la portée de plus, je dirais pas de tous, mais d'un plus grand nombre, on arrive finalement à créer avec moins de protection du prince que par le passé? Oui, ben de toute façon, il y a toujours des artistes qui travaillent avec un caillou et deux bouts de ficelle et qui font des œuvres magistrales. Je pense que ce n'est pas la technique qui fait l'œuvre, c'est la puissance, je dirais, de l'artiste, la puissance créatrice de l'artiste. Alors après, effectivement, il y a des techniques extrêmement onéreuses qui impliquent que l'artiste soit riche, en tout cas au moins matériellement. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est la richesse de la technique qui fait la valeur de l'œuvre. Sans doute pas. Et ce sera le mot de la fin, hélas venu trop vite, car nous n'avons pas entrevu tous les cosmos de l'imaginaire de Véronique. Et j'espère que c'est partie remise pour une seconde place Gardin. Avec grand plaisir, Karine. Une seconde entrevue avec Véronique Sablery.